De retour chez science-fiction-archive.com, mais regardez ces magnifiques costumes issus de Star Trek. Je rejoins d'ailleurs tout de suite Patrice pour parler de cette incroyable saga. Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de la sortie du Blu-ray 4K des 4 premiers films Star Trek et de retrouver également Patrice Giraud, directeur des collections de science-fiction-archive.com pour parler de ces magnifiques accessoires qui nous entourent. Bonjour Patrice. Bonjour Vesper, bienvenue à bord du vaisseau archive de science-fiction-archive.com. Et puis aujourd'hui on t'a sorti une petite sélection de certaines œuvres tirées des 4 premiers films de la saga Star Trek. Eh bien on va peut-être commencer par les costumes. Très bien, alors nous avons énormément de costumes de Star Trek parce qu'il y a eu plus de 10 films, les séries télé j'en parle même plus, mais en termes d'épisodes on parle de plus de 900 épisodes, donc il y a une énorme production de costumes bien sûr pour toute cette saga qui existe maintenant depuis plus de 50 ans. Je te propose de commencer avec ce premier costume. Qui ne me dit rien. Et c'est normal, car on ne le voit pas dans le premier film. Pour le premier Star Trek, on a fait appel à Robert Fletcher, qui était d'ailleurs un costumier pas très connu dans le monde du cinéma, mais connu à Broadway. Et c'est Robert Wise qui a fait appel à lui. Et l'idée, c'est qu'il fallait qu'il redonne une nouvelle vision du costume pour faire un peu table rase par rapport à la saga et les séries des années 60. Tu te rappelles les tuniques bleues, rouges, jaunes, qui avaient pour but de promouvoir à l'époque la télécouleur. Que les mauvaises langues appelaient des pyjamas, donc. Exactement. Ça, c'est le tout premier design qu'avait réalisé Robert Fletcher, avec, tu vois, ces galons. Et finalement, ça, c'est le design final d'un des costumes du film. Là, c'est un alien que tu peux voir sur la passerelle de l'Enterprise, qui est l'enseigne Randarit, qui est joué par Billy Van Zandt. Ce costume, tu vois, je vais prendre des gants pour pas l'abîmer, a une particularité, c'est que les costumes de motion picture, pour une grande partie, le costumier a eu l'idée, pour leur donner plus de classe, c'est de broder la chaussure au costume. Donc tu vois, ça fait un ensemble avec du style. Et donc ces chaussures ont été fabriquées en Italie par le fournisseur de Gucci. Mais il y a eu une petite catastrophe, car les mesures faites aux États-Unis ont été envoyées en Italie. Quand ils ont renvoyé les chaussures aux États-Unis, qu'on les a brodées sur les costumes fabriqués aux États-Unis, et que les comédiens sont venus essayer leurs costumes, ils n'ont pas réussi à mettre les pieds dans les chaussures parce que... Je suppose qu'il y avait un petit problème de système métrique, voilà. Une petite mésentente. Les mesures étaient en inch et les Italiens ont pensé que c'était des centimètres. Il a fallu tout démonter, il a fallu que l'Italie refasse des chaussures, et il a fallu tout recoudre. Voilà. Donc on a donc un stock de chaussures Gucci qui traîne quelque part à la mauvaise taille, c'est voilà, ça? alors pas vraiment des Gucci, mais du fournisseur, voilà. C'est presque pareil, on s'en contentera. Alors tu vois, les costumes de la série des années 60 étaient un peu trop série télé, tu vois, trop simple. Roddenberry voulait donner à ce nouveau film, dans tout le design de la production, un côté réaliste de ce que pourrait être la NASA au XXIIIe siècle. Pour 2001, Kubrick avait fait appel à Arthur C. Clarke pour écrire le scénario, et donc qui était un conseiller, je dirais, en science-fiction. Et Roddenberry, lui, il a fait appel à... Isaac Asimov. Exactement. Un autre grand nom de la SF. C'était un peu la concurrence, mais Asimov était un ami de Roddenberry et un fan de la série Star Trek. Il allait aux conventions, d'ailleurs, dans les années 70. Et donc, ils ont essayé d'imaginer des choses qui pourraient être la technologie du futur. Alors notamment, tu vois, tu as cette ceinture qui est une ceinture, ce qu'ils appellent une ceinture de biométrie, qui donne toutes les informations. Équivalent d'un petit smartphone voilà, de nos jours. Une petite application qui te dit comment va ton cœur. Mais quelque part, le public, y compris Robert Fletcher, à la fin de la production, a dit « bon, il y a un truc qui ne fonctionne pas ». Quand ils ont mis en marche la production du second film, qui est donc Star Trek 2, La colère de Khan, le réalisateur Nicolas Meyer et le producteur Harve Bennett, qui lui venait de la télévision, ont compris qu'il fallait repenser le design pour peut-être amener vers un peu l'esprit d'aventure de la série télé, en apportant aussi le côté nautique. C'est-à-dire que pour Nicolas Meyer, Star Trek, c'est l'armée, mais l'armée sur les mers. Alors c'est la mer galactique, mais il y a ce côté, on part dans la grande aventure sur un bateau. Et donc il a demandé au costumier, Robert Fletcher, de s'inspirer des costumes de ce film de Douglas Fairbanks de 1952, Le prisonnier de Zenda, où effectivement, tu vois un costume qui est noir, mais qui reprend cette découpe avec cette ouverture. Voilà, qui est aussi une chose qui appartenait à certains costumes militaires. Alors, ça permet dans le film aux personnages, notamment le capitaine Kirk, de pouvoir ouvrir, tu vois,
donner un côté des fois un peu plus décontracté, mais qui apporte, tu vois, cette silhouette absolument incroyable. Et là, petite astuce de cinéma, là, tu vois, c'est beige, le Capitaine Kirk, c'était blanc, et ben ça te permet, avec la lumière du cinéma, d'éclairer le visage. C'est une astuce, tu verras, il y a beaucoup de films où tu verras que très souvent, il y a du blanc qui est passé ici pour améliorer la qualité du visage de l'acteur. Parce que là, on n'en a pas parlé, là, on était quand même en 79, donc quand même plusieurs années après le début de la série, Oui. d'où cette volonté de faire quand même une rupture avec ce qui a été fait sur la série. Et là, on n'est que 3 ans plus tard pour le deuxième Voilà. film. Là, donc, c'est sorti en 82, donc c'est tourné en 81. Et niveau détail aussi, dans les petites choses qui font tout, c'est cette petite chaîne avec les boutons, c'est quand même des très beaux... Oui, alors, la petite chaînette en métal toute simple, mais qui apporte une brillance et effectivement égaye l'ensemble du costume. Et ceci est le costume du personnage de Pavel Chekhov, interprété par Walter Koenig, qu'il a utilisé du 2 jusqu'au 7e film Star Trek Generation. Parfait, alors là, on reste donc sur Star Trek 2, on va pas trop changer de film, et cette fois-ci, on va passer sur un tout autre environnement avec un peu plus de sable et un peu plus hostile, j'ai l'impression. Voilà, alors c'est les costumes qu'on découvre au début de Star Trek 2, La colère de Khan, où Chekhov arrive et découvre une tribu dans le désert où il y a des tempêtes de sable, qui en fait est l'escouade du terrible Khan qu'on avait découvert dans la série des années 60 et que le capitaine Kirk avait condamné à vivre sur cette planète, qui à l'époque n'était pas si terrible, mais qui depuis est devenu un enfer à vivre. Et donc, le costume doit refléter la manière dont cet équipage a dû survivre pendant des dizaines d'années et donc a fabriqué des costumes de bric et de broc. Complètement sur un look post-apo. Post-apo, et qu'on tu vois, reconnaît bien. comme il y a beaucoup, on voit dans le film des tempêtes incroyables, donc Khan lui-même a un énorme, magnifique casque. Là, tu vois, ils ont des chèches comme des tribus dans le Sahara. Donc là, tu vois, c'est de la petite broderie, on met de la petite laine, on met un petit cordon de laine ici. Exactement, on voit que ça c'est entre guillemets grossièrement accroché au tissu, tout ce qui a été rajouté, ça a été vieilli. On voit que c'est fait aussi de briques et de broc parce que c'est des personnages qui sont censés avoir fait leur propre costume. Exactement. Et ici, il y a un petit truc en résine, et là, il y a un petit bout de plastique, très simple, mais qui donne la particularité du personnage. Là, effectivement, tu as ces lunettes qu'on reconnaît d'un épisode des années 60, qui donne ce côté un peu futuriste au personnage, qui fait la qualité, effectivement, de la science-fiction. Donc cette fois-ci, on est en 1984, enfin presque, et on passe à Star Trek 3 pour les 2 derniers costumes de cette sélection. Voilà, 2 ans plus tard, là, tu as une particularité, c'est que le costume en dessous, donc c'est le costume de David Marcus, le fils du capitaine Kirk. Là, ce costume-là était fait pour le 2. Et pour le 3, ils lui ont ajouté, parce qu'il va en extérieur, il va sur une planète, ils lui ont ajouté ce manteau. Donc là, tu as vraiment la technique qui est incroyable chez Robert Fleischer, et on le reconnaît dans beaucoup de costumes, notamment des costumes de civils. C'est que des techniques de brodage. Donc en fait, c'est 2 tissus avec des formes qui te donnent de loin un style qu'il a appliqué à tous les personnages. Mais on voit qu'en plus ce genre bicolore, tout ce travail sur la symétrie, on le voit quand même dans beaucoup de films et séries télé, quand ça parle du futur en fait. C'était dingue de se dire que ça a été repris autant de fois. Ça, c'est les petites choses qu'on voit dans Star Trek. Tu vois, c'est juste un petit bout de carton sur lequel ils ont mis un petit bout de tissu en collant 2 bouts de plastique. T'as l'impression que c'est un truc électronique, et en fait pas du tout. Mais bon, comment faire ? Ça fait illusion. Ça fait illusion, et c'est ça la magie du cinéma. Et donc, David Marcus, et à côté, tu as... un bonnet phrygien. C'est un costume de prêtresse de Vulcain, donc de la race de Spock, parce qu'à la fin de Star Trek 3, ils font une procession avec des centaines de Vulcains. Et donc, Robert Fleischer n'avait qu'une obsession quand il a fait ce costume, c'est de s'éloigner au maximum des costumes des autres aliens de Star Trek, c'est-à-dire les Klingons. Donc il a fait quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus religieux. Pourquoi effectivement ce bonnet? Parce que tu pourrais te dire, ouais, il n'y a pas besoin, il se rajoute des problèmes. Parce qu'avoir 200 figurants qu'il faut entièrement coiffer avec des perruques coûte très cher. Et donc la ruse, c'était d'avoir des bonnets. Et tu n'as aucun problème de raccord, tout le monde pose ce bonnet. Et effectivement, et tout le monde met des petites oreilles. Voilà, il y a des petits trous qui permettaient de poser les petites oreilles sans avoir non plus un maquillage très compliqué à faire. Et tu avais un magnifique costume de prêtresse fait pour le film. Mais c'est dingue parce que sur le même costume, on voit ce travail de broderie qui est vraiment très joli. Mais par exemple, on voit bien que ça, de près évidemment, hein, mais que ce sont 2 morceaux de plastique et que le dessin a été fait au feutre doré en fait. Et c'est vraiment dingue quand on l'aperçoit de près, de voir un peu le processus parle tout seul en fait de création du costume. Alors tu soulignes effectivement le travail de broderie, mais le reste tu verras, c'est ultra simple. C'est des bouts de tissu, il y a une découpe.
mais il faut fabriquer 200 costumes, donc il faut aller vite, et voilà, c'est le cinéma aussi. C'est l'art de l'illusion, c'est normal. C'est l'art de l'illusion. On va peut-être passer à ce qu'il y a sur la table, maintenant qu'on a fait le tour un peu de tous les costumes derrière nous. Oui, on va passer à des choses beaucoup plus solides, je dirais. Alors là, c'est... Ces gros classeurs. Ces gros classeurs, c'est pas très beau, mais c'est un classeur, ils ont 40 ans. Ceux-là sont 2 classeurs de Star Trek, le film. Les classeurs de la script. Là-dedans, tu as déjà le scénario du film, qui est entièrement annoté. Tu vois, quand les séquences sont faites, la script dit, bon bah voilà, c'est plus à faire. Et puis derrière, bah là, tu vois, tu as cast, tu as tous les personnages, et tu as toujours, à l'époque, des Polaroids. Des Polaroids. Donc dès qu'il y avait une question, pour pas qu'il y ait de problème de faux raccords, eh ben, on faisait appel à la script. C'est pour ça que c'est des gros classeurs. Et nous, on adore ça parce que c'est... c'est une vraie bible, hein, pour le coup. Des photos inédites et puis une source d'information incroyable pour nous, des fois même sur les costumes, pour savoir qui les a portés ou qui sont les personnages, parce que sur les personnages secondaires, on n'a pas des fois toutes les informations. Et donc un deuxième classeur, un troisième plutôt. Donc Star Trek 2, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas encore de titre, quoique, tu vas voir. C'est un classeur qui vient de la société d'effets spéciaux de George Lucas, Industrial Light and Magic, qui était en charge des effets visuels du film. Si j'ouvre ce beau classeur, tu peux voir noté en haut. Alors, The Undiscovered Country, voilà. Alors, sachant que le Star Trek 2 que j'ai vu s'appelle The Wrath of Khan. En fait, Nicolas Meyer, qui était le scénariste du film et le réalisateur, était réengagé pour réaliser Star Trek 6. Il a replacé le titre du film, qui deviendra bien sûr The Undiscovered Country pour Star Trek 6. Donc, dans ce classeur, tu as les storyboards. Les storyboards. Donc il fallait vraiment tout préparer jusqu'au moindre détail, parce qu'après c'était plusieurs équipes qui étaient lancées en fabrication de maquettes, qu'on a besoin de tous ces éléments. Alors après les classeurs, on va revenir dans du dur, ce qu'on voit à l'écran, ouais. Avec cette maquette, qui en plus a un jouet, j'ai l'impression, à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bon, déjà, il faut dire une chose, ce sont des bijoux. Quand on est enfant, on aime le petit train, mais pour ma génération, qui avons découvert ces films comme les autres grandes sagas, les maquettes, ça fait rêver tout le monde. On a tous fait des maquettes quand on était enfant. Et là, c'est les plus grands maquettistes au monde qui ont fait ces 2 merveilleuses maquettes. Alors celle-là a été faite pour le tout premier Star Trek, le film. On appelle ça un work bee. C'est une abeille travailleuse. Et tu peux la voir tourner autour de l'USS Enterprise quand on est au début dans le dock, avant le départ pour sa mission. Ce vaisseau a été dessiné par Andrew Probert, qui était un grand designer. Puis il est connu aussi pour avoir, avec Ron Cobb, participé au design de la fameuse DeLorean, d'une autre grande saga que tu connais. Pour Star Trek, le film, il a designé l'Enterprise, le vaisseau Klingon, la base spatiale, enfin tout ce que tu vois dans l'espace dans Star Trek le film, c'est Andrew Probert. Et à l'intérieur, il y a un personnage, alors tu pourrais te dire, ah ils ont fabriqué un personnage, mais non, c'est un jouet du commerce qu'ils sont allés acheter. La maquette a été faite par les équipes de Douglas Trumbull, qui était le responsable des trucages du film. Alors je me permets, je déplace le coffret pour pouvoir admirer le superbe phaser qui était caché derrière. Qui était caché. Donc le phaser, c'est l'arme dans Star Trek qui est apparue dans la série télé. Et dans la série télé, tu avais ce qu'on appelle le phaser type 1, qui est en fait un petit boîtier. Pour que le boîtier soit encore plus efficace, il y avait le phaser type 2, donc le petit boîtier se met dans cette partie-là et ça devient le fameux phaser. Mais celui-là a été conçu pour le 3e film. C'est le fameux Bill George qui a travaillé sur de nombreux films, qui a designé avec Phil Norwood, cet objet qu'on a revu après dans plusieurs Star Trek. Alors on va terminer cette sélection en beauté avec cette magnifique maquette issue de Star Trek 3, qui est donc celle du vaisseau l'USS Grissom, où on fait un petit clin d'œil à l'astronaute de la NASA. Alors c'est basé sur un design de Nilo Rodis Jamero, qui commençait à devenir un des grands designers de chez George Lucas, et qui a conçu tous les designs sur Star Trek 3 et Star Trek 4. Ce qui est étonnant avec cette maquette, c'est que chez ILM, ils faisaient quand même des maquettes assez grandes. Et celle-là, comme tu peux voir, n'est pas si grande que ça. Il se simplifie la tâche à réduire la taille des maquettes. Quelqu'un tout seul peut la porter, alors que les grandes maquettes, il faut être à 5 ou 6 personnes.
c'est lourd, c'est fragile. On voit bien en plus le travail qui est fait dessus. Là, de près, on voit un peu les stickers. Et quand on regarde un peu plus près, on voit aussi que tu m'as dit que c'était l'USS Grissom et moi, je le vois USS Pegasus dessus. Oui, parce qu'ils ont fait ça pour plusieurs vaisseaux de Star Trek. C'est comme une maquette coûtait cher à fabriquer et que la fédération est censée avoir plein de vaisseaux. Bah, la production a dit à ILM, vous me changez juste le nom, ça revient moins cher. C'est juste du lettre A7. Donc effectivement, il s'appelait l'USS Grissom, alors même que dans le scénario, il s'appelait l'USS Vaillant. Et pour Star Trek 4, il a été renommé en USS Copernicus. Et dans Star Trek Generation, qui est Star Trek 7, il a été effectivement renommé USS Pegasus. Voilà. Donc il a été vu plein de fois au cinéma. Bon, Vesper, tu as apprécié cette maquette. Je te propose maintenant que l'on aille dans un autre endroit de nos archives où tu vas pouvoir voir d'autres très belles maquettes de la saga Star Trek. Avec grand plaisir. Et de quelle Star Trek vient cette maquette? Alors là, Vesper, tu vois, tu as la maquette de la base Regula One de Star Trek 2, La colère de Khan. La maquette que tu vois là, elle a été réalisée pour le tout premier Star Trek. Donc plutôt que de construire une nouvelle maquette, ils ont décidé de prendre la base que tu vois au tout début du premier film, de la modifier et de la placer dans le second. L'ensemble de la maquette a été inversé pour que le grand public, en voyant le film, ne se rende pas compte que c'était une maquette du premier film recyclée. Ils ont découpé certaines parties de la base, comme tu peux voir ici avec la tubulure d'aluminium découpée. Cette maquette de base spatiale, qui a été utilisée sur Star Trek 1 et Star Trek 2, a été réutilisée de nombreuses fois, dont dans la série Star Trek Deep Space Nine. Alors là, tu vas voir une des pièces maîtresses de la collection que nous avons sur Star Trek. C'est le vaisseau USS Reliant, construit par la société d'effets spéciaux ILM pour Star Trek 2. Alors, je l'ai bien appelé USS Reliant, alors que là, tu peux lire USS Saratoga. Cette maquette a été utilisée de nombreuses fois dans les films et dans les séries télé. Et là, tu vois, elle est labellisée au nom de sa dernière apparition, USS Saratoga, dans Star Trek Generation. C'est une merveille, puisque en plus, dans le film, ça devient le vaisseau du méchant Khan. Donc pour nous, c'est sûrement la plus belle maquette, après, bien sûr, l'Enterprise du premier film. Bien, merci Patrice, encore une fois, pour cette invitation et d'avoir sorti un peu tous ces trésors issus de la saga Star Trek. Bah écoute, ça fut un plaisir pour moi de te les montrer et de vous les montrer. Et tu as pu comme ça apprécier le magnifique travail de tous ces artisans qui a créé la magie de cette merveilleuse saga. En tout cas, moi, ça m'a bien donné envie de me replonger dans les films à l'occasion de la sortie des 4 premiers volets en coffret Blu-ray 4K. Star Trek, the motion picture. Star Trek 2. Star Trek 3. Star Trek 4.